Allô, moi c'est Mélodie Nelson. Je m'en vais voir Annecy pour discuter de mon expérience dans l'industrie du sexe. Maintenant, je suis plus dans l'industrie, je vais juste écrire sur mes obsessions, mes fascinations sur les enjeux liés à l'industrie et je m'en vais lui en parler tout de suite. Bonjour Mélodie Nelson, bienvenue à C'est du mois. Aujourd'hui, tu es là pour parler avec nous de sex work, donc du travail du sexe. Je t'inviterai à nous parler de toi, de ton cheminement, pour commencer. J'ai fait beaucoup de choses dans l'industrie du sexe. J'ai fait de la webcam dans des studios. À l'époque, c'était dans des studios, c'était très rarement chez soi comme maintenant, c'est l'habitude. C'était J'ai audio ou Euh, les deux? C'était les deux, oui, OK. oui. Puis j'avais trois écrans devant moi, trois noms différents aussi, possibilité d'avoir plein de clients en même temps, dont des anciens étudiants de classe, des étudiants avec moi. En tout cas, pam, 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 Ouais. pam, pam. Non. Oui, en fait, c'était en studio, oui, c'était audio et visuel aussi. J'avais trois écrans devant moi, puis les gens pouvaient venir me voir sous un nom différent pour chacun des écrans. J'ai été téléphoniste érotique aussi. J'ai été serveuse sexy aux Princesses de Schlaga. C'est probablement l'expérience dont je suis le plus fière parce que je trouve ça très difficile d'être serveuse. Puis j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour toutes les femmes qui le font, que ce soit dans un restaurant sexy ou pas. J'ai Je été suis barmaid. C'est Tu sais, incroyable. ben, Non, tu mais ça sais, demande tellement. J'ai appris en accéléré, là, comme serveuse sexy. Là. C'est comment parler aux gens, comment la cuisine aussi, les collègues, tout se passe très vite. Et j'ai été escorte aussi. Plus récemment, j'ai fait de la critique de photos de pénis et de la correspondance érotique. attends, tu as écrit un livre, Oui, j'ai écrit une nouvelle. un livre sur mon expérience. Il n'existe plus ce livre-là. La maison d'édition a fait faillite. C'est pas ma faute. Ça Euh, existe encore. Mais il va ressortir au mois de janvier, totalement réécrit. Euh, mais ça se base aussi sur mon vécu comme escorte. J'ai publié Juicy aussi aux éditions de ta mère. Ça, c'était un livre où j'ai eu beaucoup de plaisir à me moquer un peu de l'industrie de la pornographie, mais des concours de beauté puis de la pression qu'on met aux femmes dans la société par rapport au modèle amoureux puis au modèle aussi qu'on est supposé incarner. Puis j'écris comme pigiste dans différents médias aussi. Plus particulièrement à Nouvelle Intime maintenant, un site que j'ai avec ma collègue Natalia Wiszuska. Vous écrivez très bien toutes les deux, c'est vraiment le fun. Mais là, je vais revenir un peu sur le fait de cam girl, prostitution. Il y a beaucoup de termes péjoratifs qui sont reliés à ça que j'aimerais ça qu'on démystifie pour parler des vraies choses puis arrêter de stigmatiser tout ça. Bien, merci. C'est une super opportunité parce que c'est très rare qu'on parle de travail du sexe sans y lier les peurs, les craintes de tout le monde. Et puis, il faut vraiment se dire que quand on discute ensemble, c'est de travail du sexe qu'on discute. On ne parle pas de trafic sexuel, d'exploitation Non, sexuelle, c'est d'autres choses complètement. Comme si j'étais actrice puis que je parlais de mon dernier film, mais on ne va pas me parler des expériences d'Harvey Weinstein en audition. C'est vraiment des exact. choses différentes. Le travail du sexe, c'est un terme qui est assez récent. En 1978, c'est Carol Lee qui l'a introduit aux États-Unis. C'était vraiment pour marquer justement son autonomie, son agentivité et trouver un terme qui n'est pas péjoratif, contrairement à prostitution, à prostitute et en fait, c'était vraiment en réponse au terme sex use industry ou use sex industry, qui était un terme très sale Merci aussi. de faire la différence entre les deux parce que c'est vraiment ça. Le Oui, point est là, là. c'était vraiment important. Puis elle, c'est une travailleuse du sexe, mais une militante aussi. Comment elle est rentrée dans le militantisme pour les droits des travailleuses du sexe, c'est à la suite d'une agression sexuelle dans un bordel. Puis elle avait décidé de ne pas porter plainte parce qu'elle avait peur pour ses collègues. Elle s'était dit, si je vais porter plainte à la police, je vais faire en sorte que mes collègues n'aient plus de Droit ou... travail, hein, et parce que ça fermerait, etc. Il y a plein de conséquences possibles. Et elle s'est dit, la violence que j'ai vécue, euh, c'est horrible, ça ne devrait pas être acceptable pour toute personne, mais je ne peux rien faire par rapport à ça.
Elle l'a mis sous silence, Elle mais l'a mis sous après silence. ça... Et elle a milité toute sa vie par rapport à ça, par rapport aux droits des travailleuses du sexe. Puis c'est elle qui a relancé justement l'appellation de travail du sexe, qui est en réaction à la fois à la violence vécue par les travailleuses du sexe, par des hommes, par des clients, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup en réponse aux personnes qui se disent abolitionnistes et qui sont contre l'industrie. Quand on parle de travail du sexe, il faut, je crois, écouter les personnes concernées et non les personnes qui ont peur de l'industrie. C'est une des seules façons qu'on va comprendre leurs besoins, mais aussi les réalités d'une telle industrie. Tu me diras si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que le gouvernement n'est pas tant à l'écoute de ces personnes-là. Parce que justement, ça fait peur, mais si peut-être c'était encadré ou... Le gouvernement, effectivement, il n'est pas du tout à l'écoute. Il y a un seul pays qui, en faisant un nouveau modèle de loi, a décidé d'impliquer les travailleuses du sexe dans leur processus législatif, et c'est la Nouvelle-Zélande. En 2003, ils ont décidé de décriminaliser totalement le travail du sexe. C'est le seul pays actuellement où c'est totalement décriminalisé, sauf pour les migrantes. Il y a d'autres parties du monde qui pensent aller vers ça, comme par exemple en Australie, il y a certains États, il y a certaines régions où c'est décriminalisé. La décriminalisation fait en sorte que c'est plus un enjeu social, c'est pas une problématique sociale, le travail du sexe, c'est une problématique de normes du travail. Par exemple, un client qui retirait un condom peut se faire poursuivre. Ben voilà. C'est de protéger la travailleuse ou le travailleur du sexe. Oui, en fait, la base, c'est ça. Puis c'est à la fois le gouvernement, les forces de l'ordre, puis les travailleuses du sexe qui disent que justement, en établissant la décriminalisation, il y a une meilleure écoute, une meilleure concentration des ressources aussi pour elles. Si on regarde d'autres modèles de loi comme la légalisation, il y en a en Allemagne, il y en a aussi au Nevada, dans certains endroits aux États-Unis. Le gouvernement encadre, mais ce n'est pas un encadrement qui est souhaité par la majorité des travailleuses du sexe, parce que c'est un encadrement qui demande des permis, des examens aussi de santé. Les permis, c'est onéreux. Si, par exemple, moi, je suis en situation où je veux quitter ma maison parce que je suis dans une situation de dynamique amoureuse toxique, il faut que je me trouve un travail rapidement. Si je dois demander un permis, mais pour prouver ou juste pour subvenir à mes besoins et puis à ceux de mes enfants, je veux avoir la possibilité de travailler comme je veux. Je ne veux pas être obligée de payer une centaine de dollars pour un permis. Et le permis brime aussi la possibilité de se rassembler en travailleuse du sexe, de décider vraiment le cadre, le lieu de son travail. Disons que c'est un modèle de loi qui est un peu condescendant. Et, oui, puis c'est que ça, on ne sait pas encore les conséquences que ça peut avoir plus tard. Si, par exemple, moi, je dois m'enregistrer... en ce moment? Peut-être. En fait, je pense qu'il y a des... Oui et non. C'est ça, j'ai beaucoup discuté. Présentement, c'est grave la situation. Ce qu'il faut, ce serait vraiment la décriminalisation. La légalisation, c'est que ça fait aussi comme effet pervers que, par exemple, si je suis enregistrée, si je suis fichée, si plus tard, je vais avoir un travail qui est hors de l'industrie, ça peut être difficile. Juste l'accès aussi au logement, l'accès à d'autres soins. Que ça va être un donné qui va être enregistré, donc étiqueté à vie. Probablement, oui. Ou même pour avoir la garde des enfants aussi, en tout cas. Ce qu'il n'y a pas... Le stigma reste avec ça. C'est ça, le stigma reste. Ouais. Mais toi, dans tout ça, tu as commencé un jour, y a-tu un déclic? Comment tu as... Moi, j'ai vraiment toujours voulu. Je sais pas pourquoi exactement, mais la sexualité m'a toujours intriguée. J'avais moins de 10 ans, puis dans mon journal intime, c'était indiqué que j'avais hâte de faire l'amour. J'avais hâte de connaître ces sensations-là. Puis après, pour le travail du sexe, c'est que j'avais l'impression que les femmes qui étaient dans l'industrie, même si j'en connaissais pas, elles en connaissaient plus que moi, surtout. Pas juste sur la sexualité en général, mais surtout, j'avais une grande admiration pour elles, puis je voulais tendre vers ça. Je pense que c'était aussi une façon pour moi de mieux connaître les gens. J'avais beaucoup de misère socialement à pas m'ennuyer. Alors, si je rencontrais un gars qui voulait m'offrir une bière, etc., j'étais comme, on peut laisser tomber la bière, on va chez toi. On va y aller, on se met à nu. Oui, c'était vraiment mon mode de communication primaire, c'était les relations sexuelles. Puis, finalement, c'est arrivé, mais plus tard que je croyais, parce que je me suis mariée vraiment jeune. Je me suis mariée à 18 ans. Es-tu encore mariée?
pas avec lui. Je sais pas, ça se passe, rendu là. Avec le même. Je me suis dit, avec le mariage, change je peux vite. pas. Mais il savait mes intérêts. Puis à un moment donné, ben, je travaillais comme libraire, puis j'étudiais en littérature. Je trouvais ça beaucoup, je trouvais ça pesant. Je suis quelqu'un que maintenant, je suis capable de le dire, je suis pas capable d'avoir un travail de 9 à 5. Mais à cette époque-là, je pensais vraiment qu'il fallait que je rentre dans ce moule-là. Et ça me rendait malheureuse. J'étais pas bien dans ça. Puis à un moment donné, ben, il m'a dit, si tu veux essayer, fais-le. Puis le hasard a fait en sorte que ma cousine, qui est ma meilleure amie, je suis très, très proche d'elle, elle a toujours su c'était quoi mes intérêts, mes fascinations, mes obsessions. Puis elle m'a fait rencontrer une de ses amies qui était escorte et taxidermiste on the side, ce que je trouve incroyable. C'est quand même... J'aime le paradoxe de ça. Quand elle baisait pas, elle empaillait des animaux. Voilà. Et elle tricotait aussi. Et elle m'a dit, regarde, je te donne son numéro de téléphone, pose-lui toutes les questions que tu veux, puis tu verras après si tu veux essayer de travailler avec elle ou non. Mon questionnement était basé beaucoup sur à quoi m'attendre. Est-ce que c'est épeurant? Est-ce que c'est dangereux? Parce que c'est l'image qui est projetée souvent dans les médias ou dans les films de fiction. T'avais peur des autres. T'avais pas peur de toi, t'avais peur des autres. Oui. Je me demandais qu'est-ce qui pouvait m'arriver. C'était quoi les pressions, les éléments de violence, etc. Les limites aussi. C'est super important. Je pense que quand on me demande à quoi penser avant d'entrer dans l'industrie, c'est vraiment de délimiter tes limites dès le début. Parce que c'est quelque chose qu'il faut tout le temps que tu répètes, que tu reviennes. Puis, les questions intransigeantes, c'est ça. Oui, vraiment. Puis, je me demandais aussi comment m'habiller. Je me demandais, c'est quoi? Parce qu'être sexy, on n'est pas obligé d'être nu, puis on n'est pas obligé de décourticher. Non! Ça peut l'être, mais pas. Non, c'est ça. Puis je me demandais vraiment, est-ce que c'est comme dans les films, je vais être obligée de porter des bas jartelles? Quel type de robe? Est-ce qu'il faut que je ressemble à Julia Roberts dans Pretty Woman ou un autre modèle? Puis elle m'a dit, peu importe, en autant que tu sois pas en jeans, parce qu'en jeans, ça faisait trop commun. J'étais OK. Puis le soir où j'ai commencé, c'était dans une escorte all-call, ça veut dire que je me déplaçais avec un chauffeur, mais j'ai réduit, oh my God, j'ai trois paires de bas collants que j'ai filé parce que j'étais trop maladroite, j'étais trop stressée, Red Bull. Puis oui, je me rappelle ma première Comment t'étais habillée? Qu'est-ce que... J'avais une petite jupe noire, puis c'est ça, mes bas collants, je les ai changés trop souvent pour m'en rappeler, par exemple. Oui. Puis... Quelle marque, quelle grandeur. Non, mais c'est ça, tu stratèges. Oui. Puis l'agence savait que c'était ma première fois, donc elle m'avait confié un client qui aimait les premières fois, mais qui était aussi très doux puis apaisant. Puis ça, est-ce que ça a amené une instance dans ta vie sexuelle et relationnelle par rapport à ta vie de couple, donc quand tu étais mariée ou après? Bien, ma relation de couple, c'était particulier. Quand j'étais mariée, je trompais souvent mon mari. Puis c'était entendu entre nous parce que... Puis c'est vraiment drôle, je veux pas rire de ça, là, mais c'est parce que depuis tantôt, je te le dis. Non, je sais, mais c'est moi. Je sais. C'est presque malaisant, mais je veux pas... On n'a jamais eu une sexualité semblable, mon mari et moi. Il n'y avait pas de désir. Maintenant, on pourrait parler d'asexualité, de demisexualité. C'était des termes que je ne connaissais pas à l'époque. Puis on en parlait pas. On n'en parlait pas du tout aussi, tu as raison. Mais je pense que j'aurais pas dû me marier avec quelqu'un qui avait zéro intérêt sexuel. Puis, je le trompais souvent. Il le savait, mais je racontais pas mes aventures. C'est une relation ouverte. Donc, oui, trompé, mais c'était ouvert. Donc, oui, pas accepté nécessairement, mais c'était ouvert. Donc, c'est pas non plus de la cachette. Il y avait beaucoup d'acceptation de sa part. Oui, c'est ça. Il y avait pas... Je dirais pas ouvert parce que c'était vraiment juste dans mon sens, là. Je lui aurais permis d'aller voir ailleurs, mais il n'y avait pas... C'était pas ça. Non, c'est ça. Ça ne le tentait pas. Fait que ça n'a pas changé ma sexualité avec lui. Ce qui a changé, mais c'était aussi très semblable quand j'étais serveuse, par exemple, aux Princesses de Schlaga, c'est que quand tu es serveuse, il y avait 2 écrans où il y avait des matchs de basket, mais 2 écrans aussi où il y avait des films porno toute la journée. Et aussi à la webcam, je me touchais, mais je jouissais très rarement parce que c'était une façon de performer. Et rendu chez moi, comme quand j'étais escorte aussi, rendu chez moi, là, il fallait absolument que je me touche. Parce que pendant des heures, tu es juste comme... Mais pour masturber, pour jouir, pas pour juste te toucher. Non, vraiment pour jouir, oui. Parce que j'avais été trop stimulée toute la journée. Certains moments, par exemple, c'était de la masturbation, comme quand tu dis juste pour me toucher. De pression. Aussi, mais pas de la pression, c'était une réappropriation aussi de mon corps puis de comment je le sentais. Parce que je me rappelle une fois, quand je suis payée, moi, pour qu'on me touche,
il n'y a pas de problème. Mais une fois, quand j'étais serveuse, il y a un client qui m'a touché les seins, puis ça m'avait tellement choquée puis troublée parce que c'était pas permis. Puis je l'aurais pas laissé faire. L'agression. Oui, c'était une agression. Puis les autres serveuses m'avaient averti, fais attention, quand tu donnes ton argent, recule-toi, etc. Tu le savais, mais quand même, la personne l'a fait. On a beau essayer, Ouais. mais Et ça, tu n'avais pas ouvert la porte à ça. Non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut respecter les limites de chaque personne, parce que pour vrai, il m'aurait donné 30 $. J'ai fait, OK, tu sais, touche mes seins, là. Mais là, non. Non, c'était non. Puis, rendu chez moi, je me suis touchée vraiment longtemps pour que mon corps me réappartienne à nouveau. Pour te le pardonner ou pour te... Parce que ça t'avait agressé. Ouais, j'avais pas aimé cette sensation-là. Je voulais pas que le souvenir, mettons, de son contact, un contact vraiment rapide, là, quelques secondes, me reste. Mais quand j'étais escorte, par rapport à mon mari, non, ça n'a pas vraiment changé notre vie sexuelle. Par rapport à mes attentes, oui, je craignais beaucoup, justement, que ça reste juste du sexe professionnel. Puis ça, je parle vraiment de mon expérience. Oh oui. Comment les autres travailleurs du sexe le vivent, ça peut être différent. Puis je dis pas qu'elles doivent réagir aussi comme moi, je réagissais, mais je trouvais ça important pour moi d'avoir ma vie sexuelle professionnelle, mais ma vie sexuelle à l'extérieur aussi. Fait que j'avais des amants à l'extérieur qui me payaient pas. C'était une façon de normaliser tout ça pour moi. Puis d'avoir ton plaisir pour toi sans attendre pour toi. Oui, oui. Mélodie, on parlait de comment tu as commencé, mais après ça, ta validation, c'est quoi que tu cherchais plus loin, rendu adulte, dans ce travail du sexe? Oui, ce qui m'avait intéressée, c'est ça que j'avais l'impression que la façon de connaître les gens, c'était vraiment à travers la sexualité. Puis c'est sûr que de ne pas devoir travailler autant, c'était vraiment important pour moi. À l'extérieur de ça, c'est aussi le contexte de quand tu es escorte. Parce que tantôt, je te disais aussi, je faisais du out-call. Out-call, c'était avec un chauffeur. Mais rapidement, j'ai décidé de travailler en in-call. In-call, c'est que j'étais dans un logement. Explique-moi la différence. Ouais. Il y a quelqu'un qui gère... Explique-moi la différence. En fait, les deux endroits, c'est dans des agences qui étaient dirigées par des femmes. J'ai pas été escorte indépendante. C'était vraiment à l'intérieur d'une agence. Out-call, c'était un chauffeur qui vient me prendre puis m'amène dans des résidences privées ou dans des hôtels, des motels. In-call, c'était... Il y avait... Tu es là. Oui, je suis dans un La 3,5 que l'agence loue. Puis j'étais dans un 3,5, puis au-dessus, il y avait une autre fille qui travaillait. En face du logement, il y avait un garde du corps qui surveillait les allées et venues, puis qui s'assurait qu'au bout d'une heure ou au bout de 2 heures, peu importe le temps que le client prenait, il s'en allait, puis que moi, j'étais correcte. Puis dans cet espace-là d'une call, c'est là que je me suis sentie vraiment le mieux parce que j'avais personne pour vérifier comment je travaillais, de ne pas avoir la présence extérieure, la pression extérieure. J'étais vraiment toute seule avec l'homme parce que la majorité des clients, c'est des hommes qui me prenaient. J'avais même une pièce où ma boss, elle m'avait dit ça, tu laisses pas les clients rentrer. C'est ton espace. Exactement. C'est ton espace pour faire le vide, faire ta méditation si tu veux, tes devoirs. Moi, je faisais exprès d'amener mes notes de cours parce que je me disais, les gars, ils vont pas me croire que je suis étudiante. C'est le petit fantasme de l'étudiante qui fait ça pour payer ses études. Fait que je faisais exprès d'amener mes cahiers, puis je la montrais. Mais c'était ton safe zone. C'était ma safe zone, oui. Zone pour... J'avais la télé, il y avait les films de Disney que... Ma boss adorait les films de Disney, puis qu'on les avait toutes. Il y a beaucoup de filles qui nous amenaient des revues aussi, puis on pouvait faire notre lecture, on pouvait manger aussi à cette place-là. Fait que non, j'aimais beaucoup le in-call. Quand j'ai commencé, c'est sûr que tantôt, je te disais, je connaissais pas vraiment le travail, fait que j'avais beaucoup de questionnements par rapport à qu'est-ce qui m'attend comme risque. Mais il y avait aussi le fait que est-ce qu'on va m'apprécier, est-ce qu'on va me choisir? Puis je pense que ce que ça m'a amené comme validation, c'est la possibilité d'être choisie et aussi de se rendre compte que les escortes, c'est n'importe qui. Vraiment, là, beaucoup de gens qui vont dire « j'en connais pas, il n'y en a pas dans mon entourage », je suis sûre que c'est faux. Parce qu'on les reconnaît pas. Là. On n'est pas justement comme Julia Roberts avec des gros non, fuck me boots, etc. Oui. Non, c'est pas ça. Puis surtout, on se ferait ben trop repérer rapidement dans un hôtel si on rentre comme ça. Là. Mais moi, quand j'ai commencé, j'avais des longs cheveux noirs, j'étais plate, très maigre. J'ai fait grossir mes seins, mais après être partie de l'industrie. Puis j'ai un gros nez aussi. Là. Physiquement, j'incarne pas ce à quoi on pense quand on pense à escorte professionnelle du sexe. Alors, je me demandais,
Qu'est-ce qui c'est va quoi se la passer? norme? Ben moi, avant de commencer, je pensais que c'était blonde ou gros seins. Comme beaucoup de gens vont penser, comme on pense aussi que sur La taille les... grosse comme ça, les seins comme ça, puis picture perfect. Oui, puis même dans les films pornographiques, c'est pas nécessairement ça qui est le plus cherché dans les moteurs de recherche. En fait, il y a autant de clients que d'escortes différentes, c'est très varié. Il n'y a pas une image de travailleuse du sexe qui va répondre à tous les besoins, comme il n'y a pas une image de client qui va faire tous les clichés sont rassemblés. Et je pense que c'est ça que ça m'a apporté. J'ai appris à utiliser mon corps au maximum. C'est là que j'ai découvert la force de mon corps, puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de respect pour mon corps depuis. Et ce qui peut être un peu étrange de lier les deux expériences, c'est mon expérience de la maternité puis mon expérience de travailleuse du sexe. C'est les deux expériences où j'ai le plus utilisé mon corps puis je me suis sentie le plus À deux habitée, étudiants différents. incarnée totalement. Et ça, j'ai adoré avoir cette possibilité-là de me rendre au plus possible. Comment On c'est est ça? des Comment habiter mon imprimantes corps? 3D, là. Ça, C'est incroyable. Simon pour Leblanc qui vrai. dit ça. On fait ça, là, Mais tu sais. oui, oui, oui. Puis des fois, ça peut être extrême parce que je travaillais à deux places quand j'étais en in-call. J'étais à Montréal puis j'étais à Dorval aussi. À Dorval, il y avait moins d'annonces d'escorte ou d'agences établies à cet endroit-là. Alors, j'avais des grosses journées. Je pouvais avoir entre 8 et 12 clients. Quand je dis 8 et 12 clients, ça ne veut pas dire que j'avais une relation sexuelle avec pénétration à chaque fois, mais juste rencontrer les hommes, discuter beaucoup, prendre une douche entre chacun. Oui, parce qu'il y a un je sortais, temps, mon là. corps était rouge, mes cheveux ternes. Tu sais, c'est pour ça que aussi les gens, quand on parle de travail du sexe, puis oui, moi, mon expérience, j'allais vraiment apprécié, mais jamais je glamoriserais ça, là. Je veux dire, à la fin, là, j'avais juste l'impression de sentir le condom, là. C'est pas bon, un condom rempli, là. Puis j'étais brûlée. morte, Oui, oui. épuisée de Exactement, de puis se c'est pas donner. pour rien que je faisais pas, justement, que je travaillais pas tous les jours de la semaine. Même ma boss, elle nous interdisait de choisir un horaire qui ferait en sorte qu'on n'avait pas une journée de repos entre chaque journée de travail. C'est vraiment important d'écouter notre corps, d'écouter nos envies aussi, puis ce que le corps de l'autre aussi peut nous laisser percevoir. Tu as commencé, qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'arrêter? Parce qu'il y a plein de beaux côtés, comme tu as dit, mais il y a le renvers, l'autre côté de la médaille, pardon. Le revers de la médaille, il y a du bon, il y a du mauvais. Bien, considérant la raison pour laquelle j'ai arrêté, ça n'avait pas rapport du tout au mauvais, c'est que j'ai rencontré un client puis qui est devenu mon conjoint, ça fait 15 ans. mais mais ça a été très difficile d'arrêter, puis longtemps, puis je lui ai dit, c'est un des regrets que je peux avoir dans la vie, c'est d'avoir arrêté. Ah ouais? Parce que c'est le travail dans lequel je me sentais le mieux. Épanouie. Oui. Puis qui me laissait le plus de possibilités aussi. Puis moi, j'écris, puis il y a beaucoup d'artistes qui sont dans l'industrie du sexe parce que ça te permet d'avoir des ressources monétaires pour poursuivre une passion à côté. Puis je le dis aussi à mes parents, je le dis, si j'étais plus avec cet homme-là, je recommencerais. Fait que faites attention pour qui vous votez. Parce que toi, c'est ouvert, là. Tu sais, je veux dire, ta famille, tes parents, ton entourage, c'est pas quelque chose qui a été caché, brimé, enfoui. T'en as toujours parlé, puis ça a toujours été ouvert. Ça a été caché pendant que je le faisais. Parce que je sentais que j'allais pas être acceptée du tout. Même à mes amis, je l'ai caché. Et je suis quelqu'un qui n'est pas capable de mentir. C'est ça qui me rend le plus malade dans la vie, c'est les mensonges. Alors, j'avais décidé d'arrêter toute communication avec mes amis pendant la période où j'étais escorte. C'est quelque chose, ça aussi, que je regrette tu pouvais pas énormément. Mentir. Donc, je sentais qu'elle ne serait pas prête à l'accepter. Puis après, peu à peu, bien, on a repris contact. Puis il n'y en a aucune qui m'a rejetée. J'ai choisi bien, mes amis. Puis oui, mais elles l'ont même tu t'es constaté. choisi toi, puis on disait hey, pourquoi tu nous parles plus? Mais c'était ton choix à toi de me couper, oui. Puis elles l'ont pris comme quelque chose de très agressif envers elles. Puis effectivement, rejeter quelqu'un de ta vie comme ça par crainte. Puis pas que t'aimes pas. Oui. Puis elles l'ont vu physiquement, elles l'ont vu. Moi, j'étais quelqu'un assez déprimé quand j'étais plus jeune. Elles l'ont vu après à quel point tu utilises l'expression « te choisir toi-même ». Quand j'ai vraiment choisi ce que j'étais prête, elles l'ont vu comment ça m'a transformée. J'étais une autre personne. Je suis vraiment une autre personne grâce au travail du sexe. C'est drôle, là, mais des fois, on me l'a déjà dit, on m'a dit c'était comme ta thérapie. Puis en un certain sens, oui. J'ai l'impression de vivre énormément de choses en concentré. J'ai su comment mon corps réagissait, j'ai su qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'appréciais. Et si, au départ, moi, j'étais pas capable de passer par autre chose qu'une relation sexuelle pour connaître ou être bien avec quelqu'un, au contraire, le travail du sexe m'a appris
juste les petites conversations, là, température, c'est quoi ta passion, le vin, le cinéma. Le basic, là. Le basic. Puis maintenant, je suis capable d'aller vers les autres sans avoir d'idées préconçues ou sans avoir aussi la lourdeur d'un ennui. Je trouve que tout le monde a le potentiel d'être intéressant, tout le monde a des histoires, tout le monde a... Puis on s'entend pas avec tout le monde, là, dans On la s'entend vie, pas de toute avec façon, tout le monde, là, effectivement, puis ça clashait justement avec certains clients, puis après, je les revoyais pas. Il y en a que tu n'as absolument rien à dire aussi, puis les phéromones sont pas là, il n'y a pas de chimie. Non, c'est ça. Mais je trouve ça spécial. Tout le monde, c'est « Ah, je veux pas en parler aux autres parce que je veux pas qu'ils me jugent. » Toi, tu as coupé tout le monde parce que tu ne pouvais pas être jugé pour après ça les re-rentrer dans ta vie. C'est un cheminement comme un autre, mais on l'entend moins. J'aime ça que tu en parles parce que c'est différent. Mais tout ça vient aussi... Là, c'était avant. Puis là, mais il y a le maintenant, les cam girls, les OnlyFans. Là, c'est comme... C'est en vogue. Tout le monde a fait ça. La pandémie a propulsé ça de l'avant. D'une certaine façon, c'est possiblement plus accessible. C'était aussi une solution pour beaucoup de travailleuses du sexe de travailler parce que les personnes qui travaillaient dans l'industrie, par exemple, comme danseuses, masseuses, escortes, pouvaient plus travailler avec la pandémie. Alors, il y en a beaucoup qui se sont reconvertis au travail du sexe virtuel, mais c'était pas une solution envisageable pour tout le monde parce qu'avec la pandémie, avec le confinement, il y a beaucoup de travailleuses du sexe qui ont des enfants ou qui vivent avec une famille, les parents ou les beaux-parents, etc. On peut pas s'enfermer dans un petit studio et non, c'est ça, là. Pousser les gros cris. Attends une minute, on mange dans 15 minutes. Non, c'est pas ça, tu sais. Et le travail du sexe virtuel, je pense que c'est une possibilité pour d'autres personnes. Je pense que c'est pas tout le monde qui constate à quel point il y a du travail à mettre beaucoup, beaucoup de temps. C'est pas juste le moment où tu décides de montrer tes seins qui compte, mais toute la publicité, tout le marketing, toutes les conversations que tu as avec des clients ou futurs clients, toutes les rencontres que tu dois faire aussi avec d'autres camgirls aussi pour publiciser vos services, prendre des photos. Ben oui. C'est vraiment une offre de services incroyables. C'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, en même temps, c'est une possibilité aussi. On parle beaucoup de sexualité éthique, pornographie éthique. Quand on décide de devenir client ou cliente d'une personne qui a un OnlyFans, mais c'est vraiment dire, pour moi, c'est important de célébrer puis de faire en sorte que ça compte le travail d'une personne en sachant que du début à la fin, ou pratiquement, c'est cette personne-là qui reçoit les sous puis qui fait le travail aussi. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte que c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'heures, puis c'est pas seulement en montrant ses pieds. Ce n'est pas un jeu de qu'on va se faire des pandémie. milliers de dollars. C'est pas un jeu de pandémie. On dirait il y a que ça des écrit risques ça, aussi. T'es jeune, t'es cute. Je sais pas, pas l'âge, mais je veux dire... J'ai pas vu ça comme ça. Je sais que c'est devenu très populaire OnlyFans. D'abord avec la chanson de Beyoncé puis Megan Thee Stallion qui a comme propulsé OnlyFans dans le domaine de la culture populaire. Attends, parce que, on a-tu une phrase, une chanson? Je l'ai c'est pas la en tête. chanson, le remix de Savage. Puis à un moment donné, elle parle de OnlyFans. Juste en une parole. Et là, le créateur d'OnlyFans était tellement fier. Puis c'est vrai que leur site... Leurs statistiques ont vraiment explosé grâce à cette chanson-là. OnlyFans, c'est pas juste la sexualité qui est représentée. Il y a des coachs de nutrition, des sportifs, des chanteuses. Ah oui. Mais la popularité d'OnlyFans, il faut le constater, c'est vraiment grâce aux créatrices de contenu plus sexuels. Mais il y en a pour qui ça n'a pas été une option parce que, par exemple, il y a des escortes qui ont choisi d'être escortes parce que ça leur permet d'avoir des sous, de payer leurs études, payer leur loyer, etc., mais de façon totalement anonyme. Ouais. Là, avec OnlyFans, tu peux plus compter sur cet anonymat-là. C'est une plateforme qui fait attention, par exemple, au niveau partage des photos, mais on l'a vu, il y a tout le temps une possibilité de tricher. On ne peut pas faire à 100% confiance. Ça contourne. Mais OnlyFans, comme quand tu publies une photo, il va y avoir comme le sigle d'OnlyFans. Alors, c'est plus facile de faire retirer d'un autre média les photos OnlyFans. Mais il y a beaucoup de créatrices, par exemple, qui vont publiciser du contenu sur OnlyFans, mais après, ils vont mettre un lien pour aller sur ManyVids, etc. Et là, il va falloir payer, par exemple, pour une vidéo. Là, une fois que la vidéo est sur ManyVids,
elle peut être Ça enregistrée, reste elle sur peut être la toile ad reprise. vitam aeternam, puis... Il y en a tellement, qu'à un moment donné, on se dit, il y en a tellement, on va pas tomber sur quelque chose que j'ai Mais fait si il y a on, 10 si on ans, cherche, on mais il trouve. faut garder ça en tête. Puis malheureusement, le stigma est très important. On le sait qu'il y en a des personnes qui ont perdu un emploi à cause de leur expérience dans l'industrie. Alors, il faut garder ça en tête. Comment on réagirait? Moi, je préfère tout le temps penser au pire, comme qu'est-ce qui arrive si mes parents voient ça, etc. Si mon futur employeur m'a vu les jambes écartées, qu'est-ce qui se passe? Puis après, ben, on Parce qu'on détermine. sait que ça reste. C'est ça, on détermine J'aime qu'est-ce ça, qui est puis bien je ou non. sais pas si c'est d'appoint ou pas, mais tu as écrit un magnifique texte là-dessus par rapport à ça, la célébrité Free Britney. Oui, ben tu sais, Mais c'est drôle parce que puis ça fait 20 ans, là. Tu sais, c'est... Britney, on l'a vu au Mickey Mouse Club, puis Bon, on l'a utilisé, puis comme on utilise beaucoup, beaucoup on l'a vu, on l'a d'images de utilisé, j'ai des frissons, mais femmes, merci, on c'est l'a vraiment ce utilisé. terme-là, oui. Comme aussi, on utilise l'image des travailleuses du sexe pour leur faire dire n'importe quoi. Mais j'aime ça le répéter, ça, les travailleuses du sexe, on n'a pas juste une bouche pour sucer. On peut parler, on peut dire c'est quoi nos besoins, on peut dire c'est quoi qu'on a aimé, qu'on a moins aimé dans l'industrie, qu'est-ce qu'on souhaite aussi, niveau conditions de travail, comme écoute aussi. Britney, c'est ça, on l'a vraiment utilisé. On l'a vu, on a aimé ça, lui remettre sur le dos que c'était raser les cheveux, mais on a oublié la fille derrière ça, la mère, la femme, On, qui s'en sont servis. on l'a écrasé quand ça nous plaisait pas, ce qu'elle faisait. Avec Britney, il y a aussi tout le mythe pardon, de la pureté très américaine des années 90-2000. C'était à une époque où les pop stars, on leur demandait de parler de leur virginité. Moi, je trouve ça Avant de se effarant. marier. Je Ah, te dis ça, mais comment... Tu viens me parler d'un vidéoclip, d'une chanson, puis la virginité vient... En quoi ça concerne l'interlocuteur ou l'interlocutrice? J'en reviens pas. Et c'était le mouvement True Love Waits, beaucoup, ouais. où les filles se faisaient remettre des bagues par leur papa, des bagues qui signifiaient qu'elles allaient être pures, justement, jusqu'au mariage. Il y avait des Et de balles. promettre. Oui, c'est ça, c'était vraiment la promesse. Et c'était l'époque, justement, de Britney Spears qui disait que, oui, elle allait rester vierge, qu'elle a regretté aussi un peu de l'avoir annoncé, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans ta vie. Ben oui. Puis c'est beaucoup mettre de pression aussi sur la personne que tu vas choisir pour... Et sur ce moment, la première fois, déjà, tu sais, c'est ambigu, mais en plus, il faut que tu mettes la pression d'être mariée, de passer cette vie avec cette personne. Oui, mais Jessica Simpson, elle a divorcé justement après. Non, À un moment mais donné, tu sais, qu'est-ce que tu veux comme modèle? Je pense que c'était un modèle qu'on voulait donner. Il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était un modèle qu'on voulait donner aux jeunes à la suite des pop stars qui étaient plus vues comme décadentes. Par exemple, à la Madonna, on voulait leur donner des stars préfabriquées, à la fois très sexy, mais avec des idées innocentes. la jupe d'écolière, les pompons, elle est lue, mais elle est vierge jusqu'à... C'est qu'à la fois, ça répondait à un désir puis un fantasme très masculin, le regard des hommes sur ces femmes-là. Ils étaient capables d'être excités en les voyant. Magic Mike, Mais il là. fallait que ça soit... Pur. Ouais, que ça soit pur. Alors, ça rassure les papas sur les activités de leurs filles, mais ça excite aussi les papas en même temps. Je sais pas, il y a quelque chose de tellement pervers dans ça. Et j'en parle, mais ça existe encore. Je veux dire, on va encore parler contre l'image des influenceuses. Quand elles aussi, c'est des créatrices de contenu, Tout on à peut fait. les célébrer pour ce qu'elles parviennent à faire, mais on va tout le temps revenir sur « Ah, mais pour vendre des bikinis, elle montre beaucoup ses fesses, ses seins, on n'écoutera pas ce qu'elles ont à dire. » Par exemple, je pense à Elisabeth Rioux par rapport à la violence conjugale. Quand elle a osé se montrer vulnérable puis en parler, on a remis... En question son physique. Oui, on a remis en question son physique, on a remis en question ce qu'elle disait pour la présenter comme quelqu'un qui montre ses seins sur Internet. L'image des femmes est vraiment tout le temps utilisée à la fois pour notre succès, mais notre chute aussi. Pour beaucoup. dénigrer aussi Ouais. rapidement. Mais Elodie, tu as parlé des bons côtés. Il y en a sûrement eu des mauvais, des anecdotes, pardon, plus difficiles, des moments plus difficiles dans tout ça. Mais je tiens juste à préciser qu'on en a discuté, toi et moi, avant de ce genre de questions-là. Puis je le sais que tu ne me l'aurais pas demandé sinon. Jamais. Non, c'est ça, c'est Jamais. vraiment... Puis ça, je tiens à le dire comme pour les personnes qui écoutent Ça se fait ou pas. des futurs journalistes, c'est ça. Sinon, ça se fait pas. Moi, c'est vraiment parce que je suis à l'aise avec toi, parce que ça peut être vraiment traumatisant pour des personnes dans un autre contexte de
parler possiblement d'agression, n'importe quoi Merci de qu'ils ont noter mal pour qu'on vécu. comprenne que... Oui, c'est ça, c'est vraiment, là, tu me forces pas avec la question, c'est vraiment quelque chose que j'ai proposé, que je dirais. Ce que je trouvais difficile, c'était vraiment, bon, m'isoler de mes amis, c'est sûr, mais quand je suis passée de All-Call à In-Call, c'est pas pour rien. J'avais un chauffeur qui consommait, puis à un moment donné, ben je pensais vraiment mourir dans son auto parce il était ailleurs, c'était sur la glace. Oui, c'était lui, puis j'étais tellement frustrée de me retrouver là, sur la banquette arrière d'une voiture, puis de me dire, ça va être quoi, là, mon film de ma vie qui va me passer? Oui, 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 puis là, je vais, en tout cas. Puis, non, c'est sûr que sinon, il y a certains clients que j'aimais vraiment moins. Puis c'est pour ça aussi que quand j'étais en in-call, je faisais vraiment du 9 à 5. J'avais des heures de travail des fonctionnaires, admettons, parce que c'était des messieurs, bon, qui allaient me voir sur l'heure du lunch ou qui se prétextaient des réunions. Puis dans ce temps-là, ben on réduit beaucoup les risques d'avoir des clients qui ont consommé, que ce soit de l'alcool ou différentes drogues. Moi, justement, c'est une de mes limites. Je suis pas à l'aise dans un contexte de consommation. Pour d'autres, ça va être différent, mais moi, j'étais vraiment pas à l'aise. Et à un moment donné, j'avais accepté de travailler un soir parce que c'était un vendredi soir, puis je me disais, ah, c'est sûr que je vais avoir plus de clients, je vais me faire plus d'argent. Et c'est arrivé quelqu'un, justement, qui avait consommé, qui hurlait, qui parlait très, très fort. Et je savais plus comment agir. Moi, tout ce que je voulais, en fait, c'était de faire en sorte que les voisins n'appellent pas la police. Ah, okay. Si ça avait été décriminalisé, justement... Ils n'appellent pas pour pas que cette personne-là... Pour pas que je me fasse prendre parce que j'étais criminelle. J'avais pas le droit de travailler comme escorte les années où je travaillais. C'était au début des années 2000. J'aurais pu me faire arrêter, avoir un dossier. Fait que ce qui m'importait le plus, c'était ça, de le garder sous silence. Mais tu voulais plus être là. Je voulais pas être là, puis je voulais surtout pas que lui soit là. Le mieux, là, ça aurait été de faire comme, non, je te veux pas, je ferme la porte, c'est tout. Que moi-même, si j'avais pas le garde du corps qui puisse venir, que je puisse contacter la police en disant, il y a quelqu'un qui veut rentrer, moi, je refuse de donner des services à cet homme-là. Mais je l'ai fait rentrer, puis il manquait beaucoup d'hygiène, je me rappelle tellement. Après, j'ai appelé ma boss, puis elle riait, puis j'ai pas aimé sa réaction, c'était pas le fun. Il a fini par partir, mais c'était long, puis il pouvait rien faire, il bandait pas, etc. Sinon, plusieurs personnes qui essaient de retirer des condoms. Puis quand je parle à mes amis qui sont encore dans l'industrie, ça arrive tout le temps encore. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable dans une relation. Est-ce qu'on pourrait mettre ça? Ça devrait être illégal, puis j'espère que ça va se faire. En Nouvelle-Zélande, tu peux poursuivre là. Quelqu'un qui retire un condom. Ça vient d'arriver. Oui, puis en Californie, justement, aussi, c'est illégal, l'acte de retirer un condom sans avertir sa partenaire. Oui, puis ça devrait être le cas. Il y avait des relations que j'ai moins aimées. Je suis quelqu'un que c'est vrai qui va garder les bons côtés, qui va... Je suis quelqu'un qui retient plus facilement les bonnes expériences que les mauvaises, mais quand justement j'ai eu à écrire le livre sur mon expérience dans l'industrie comme escorte, j'ai repris tous mes journaux intimes. Tu as pu re-rentrer. Ouais, là, j'ai vu qu'est-ce qui était moins bon ou non. Puis c'était des journaux que j'avais tenus, non pas pour écrire plus tard sur mon expérience, mais pour me rappeler des clients. Mais c'est exigeant aussi d'écrire, j'imagine, de finir ta journée puis de... Mais en fait, c'était entre chaque client que je le faisais. C'était pour me rappeler qui me donne du pourboire, qui me demande, par exemple, tel acte en extra, etc. Quelle conversation on a eue. Comme ça, si un marchand de vin revenait me voir, mais je m'en rappelais, ou tel autre qui est allé au Pérou, je me rappelais de tout ça. Et là, j'en ai retrouvé des expériences que j'avais moins aimées, comme par exemple... quelqu'un que je me sentais pas bien, qui me comparait beaucoup à un autre escorte qui préférait, mais qui travaillait pas cette journée-là, qui était malheureux de m'avoir, etc. Mais je suis quand même restée longtemps avec lui. Il était là, mais j'aurais pu le refuser parce que j'en ai refusé des clients avec qui j'étais pas bien, puis je le disais à ma boss, puis elle disait... bye, là. Mais celui-là, je l'avais accepté parce que je voulais l'argent. Puis en fait, lui, c'est allé plus loin que l'argent. C'était quelqu'un qui, probablement, il volait sur son lieu de travail. Puis il m'offrait des séchoirs, des fers-plats. Puis j'ai accepté. Il était dentiste? Non, c'est ça, j'en ai aucune idée c'était quoi son travail. Mais il était bien stressé. Il était comme, je te donne ça là, en extra, mais tu les caches. Tu les caches parce que c'est un autre client qui vient, je veux pas qu'il les voie. Il est un peu parano sur... qui allait arriver. Il était sûr que tous ses collègues allaient nous voir. Plus sur le vol que sur le... Oui, puis je pense que c'est une image qu'on a aussi des travailleuses du sexe. Quand on nous voit comme des personnes soumises,
que ce soit dans la société en général ou par les clients, bien, on donne moins de considération à la personne qu'on a devant nous. Puis je pense que pour certains clients, on comptait moins. Puis c'est pour ça que c'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup à s'affirmer et à croire en nos limites, énormément. Puis, ce qui est dommage, c'est que y a certaines filles qui rentrent dans l'industrie sans en avoir beaucoup de connaissances. Moi, j'ai été très chanceuse de pouvoir en discuter librement avec quelqu'un qui était dans une agence parce que la communication, j'en reçois des courriels de filles, des messages sur Facebook qui me demandent des conseils, puis je peux pas leur dire légalement totalement ce que j'en pense du travail parce que je pourrais être accusée de proxénétisme, d'encouragement à la prostitution, selon les termes légaux. Mais ça décourage Et pas totalement. dans un but d'aide. Non, et c'est d'apprendre ça. et d'instruire les gens s'ils veulent le faire et ou pas. Puis c'est pourtant hyper important parce que c'est pas tout le monde qui va penser à ses limites d'abord. Il y a des filles qui commencent, puis après, ils me demandent est-ce que c'est normal que j'ai eu à avoir une relation sexuelle avec mon boss pour qu'il me teste. Et je dis non, Ouais. c'est pas normal. Mais ces choses-là, On te l'impose se et tu défausser. l'acceptes parce qu'on Parce n'ose qu'on pense pas. que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas la permission d'en parler aussi librement au niveau de la loi, mais aussi au niveau du stigma. C'est pas n'importe qui. Je veux dire, maintenant, j'en parle très librement, mais c'est pas n'importe qui mettrait ça comme statut Facebook. C'est quoi vos conseils avant de rentrer dans l'industrie? Ça serait vraiment mal vu. Mais Ça c'est serait important. à faire. Oui. Que ce soit pour décourager ou simplement mieux informer quelqu'un qui rentre dans l'industrie, de savoir vraiment c'est quoi, parce que c'est pas vrai que... Il y a aussi l'expression « argent facile ». C'est pas vrai que c'est de l'argent facile. Ça peut être des grosses sommes d'argent, mais c'est pas facile. Tu utilises justement tout ton corps, puis aussi, c'est tellement d'attentes physiques, psychologiques. Quand le client est prêt à débourser une bonne somme d'argent pour toi, il y a des attentes, puis c'est difficile de se dire ce que ça peut représenter pour l'autre personne. Et toi, ça ne te tente pas fantasme, peut-être, puis tu ne dois pas décevoir. Oui, tu dois pas décevoir. Moi, c'est pour ça que, pour faciliter tout ça, cette pression-là, moi, je m'étais dit que j'allais toujours rester moi-même quand je travaillais. J'avais un nom que je m'étais donné, mais à part ça, même au début, je le disais aussi que j'étais mariée, mais j'ai vu que niveau marketing, ça marchait pas très bien. Fait que ça, je l'ai tassé. De se faire demander comment va ton mari par un client. Ouais. Mais il savait où j'étudiais, il savait que je venais de Repentigny, il savait le travail de mes parents. Tout ce qui était moi, mais à l'extérieur du travail, je l'amenais aussi dans le travail parce que ça me stressait moins. Pour d'autres personnes, c'est le contraire. Elles vont se créer quelque chose de nouveau, elles vont se créer un univers parallèle, puis c'est leur fonction, c'est leur façon de fonctionner dans l'industrie. Merci, Mélodie Nelson. Là, on a parlé de plein de choses, mais outre ça, où on peut t'entendre, te voir, balado, Facebook, Instagram, où on te voit, on te lit aussi? Mais je suis particulièrement fière du projet Nouvelle Intime que je fais avec ma collègue et je l'appelle ma work wife, mais qui est ma très, très bonne amie, Natalia Wishoka. C'est Nouvelle Intime, c'est sur Substack. Puis vous pouvez me suivre aussi sur Instagram à Nouvelle Intime ou à Mélodie Nelson Forever. En janvier 2022, je vais sortir 2 livres. Un sur mon expérience d'escorte et l'autre, en fait, parce que des fois, je tenais de parler de moi. Puis j'ai décidé de prendre les histoires de mes amis puis les fictionnaliser. C'est toutes des histoires de filles qui sont dans l'industrie, qui y ont été. Anecdotes, histoires. Oui, puis c'est un livre dont je suis très, très fière parce que c'est donner la parole à quelqu'un d'autre, comme tu fais aujourd'hui, tu me donnes la parole. Écouter. Exactement. Puis ça va s'appeler « Nous sommes les filles qui mourront sans être remarquées ». Parce que l'industrie, c'est beaucoup de dons de soi, mais il y a aussi tout le temps cette idée-là de risque, de mort, mais cette mort-là, c'est aussi de nous retirer le droit de parole, justement, de faire semblant qu'on est mort, de nous utiliser pour ce qu'on veut, d'utiliser nos mots, notre corps. Puis quand j'écris sur ces femmes-là, ben, c'est pour célébrer ce qu'elles sont, même dans les pires histoires. Parce que dans le livre, justement, j'en parle de ce qui est possible au-delà de ça. Au-delà de trouver l'homme de sa vie dans un livre. Et le titre est lourd de sens, beau comme mauvais, donc ça porte à réflexion. Oui, puis j'ose espérer que justement ça va être lu et porté à réflexion. Oui. Je te remercie. Et pour vous, pour obtenir 25 % de rabais sur votre prochain achat en ligne, le code promo séduit25 au séduction.ca.